Bonjour à tous. 6 intervenants, 6 points, j'espère 6 minutes. Parce que vous avez déjà entendu à peu près tout ce qu'il fallait dire. Donc je félicite la Fédération des actionnaires salariés pour la qualité du panel. Je suis passionné depuis que je suis tout petit par ces questions et il m'a rarement été donné l'occasion d'avoir des débats aussi riches et aussi complets. Donc effectivement, comme Xavier Fontanet, comme Michel Bon, comme Francis Lemort, qui l'ont expérimenté en tant qu'entrepreneur, je crois profondément à la nécessité d'aligner les intérêts des uns et des autres dans l'entreprise, donc je ne développerai pas. Et j'expérimente aujourd'hui comme heureux président d'Aéroports de Paris qui a vu le cours de l'action passer depuis 6 mois de 55 à 80, le fait que quand le cours de l'action monte, le moral de l'entreprise augmente. C'est absolument sidérant. Et même des gens de niveau relativement modeste arrivent le matin en vous disant « Vous avez vu, Monsieur le Président, comme l'action a monté ». Donc il y a incontestablement, toutes ces choses-là ont été parfaitement dites, donc je ne développerai pas. Et je salue la pédagogie de tous les intervenants. Le deuxième point, c'est que je ne veux pas trop monter dans une montgolfière pour décrire un XXe siècle comme tiraillé entre les excès d'un communisme destructeur et ceux d'un capitalisme qui a montré à la fin du XXe siècle et au début du XXIe qu'il était capable de faire de gros dégâts. Mais je voudrais renvoyer à un texte fondateur que je n'ai pas pu retrouver ce matin du général de Gaulle dans ses Mémoires d'espoir. Dans ses Mémoires d'espoir, le général de Gaulle, dans un texte magnifique dont je vous dirai tout à l'heure que je l'ai fait lire à Jean-Claude Mailly, le patron de FO, explique qu'entre les méfaits du capitalisme, d'abord, il commence par le communisme, entre les méfaits du communisme, qu'il décrit précisément, et les méfaits du capitalisme, il commande d'établir un système économique et social qui rende à l'homme sa dignité de travailleur et l'associe aux résultats de l'entreprise. Il le dit beaucoup mieux que moi. Vous trouverez ça, page 988 des Mémoires d'espoir. Et lorsque j'étais au cabinet de Jean-Pierre Raffarin, je l'avais stimulé un peu pour prendre des mesures en faveur de l'intéressement et de la participation de l'actionnaire salarié. Même si l'amendement Balladur de distribution des actions gratuites n'était pas parfait, loin de là, je l'avais convaincu qu'il fallait accepter parce que ça allait dans le bon sens, et je l'avais conduit à aller au Conseil économique et social pour faire un grand discours sur l'actionnariat salarié, l'intéressement et la participation. Et je me souviens très bien de Jean-Pierre Raffarin qui me disait « Augustin, vous êtes incroyable, vous me faites citer le général de Gaulle, à moi, UDF ». 2 ans après, il était redevenu sénateur et il me rappelait en me disant « Au fait, Augustin, c'était quoi vos extraits du général de Gaulle ?» Et ce même passage du général de Gaulle, je l'avais fait lire à Jean-Claude Mailly, que j'essayais de convaincre de soutenir nos initiatives, pour lui expliquer qu'il n'y avait pas d'opposition entre l'entrepreneur et le salarié, qu'il n'y avait pas d'opposition entre le capital et le travail, lui qui spontanément et idéologiquement y était opposé. Je lui ai fait lire le texte et Jean-Claude Mailly m'a dit « Mais alors, vous êtes révolutionnaire ». Et je crois qu'en réalité, nous sommes un peu comme des chercheurs d'or, nous avons une pépite, mais nous avons une difficulté à en faire la pédagogie, et c'est tout l'intérêt de la démarche que vous avez entreprise ce matin. C'est la raison pour laquelle, ça sera mon 3e point, je pense, Xavier, que tu es un tout petit peu sévère avec le général de Gaulle, parce que même si la participation est un tout petit peu spoliatrice, dans la théorie, en pratique, elle a permis à la France d'avoir un modèle exceptionnel qui lui a permis de développer ses grandes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, la vraie inégalité en France, c'est pas entre le riche et le pauvre, c'est pas entre le rural et l'urbain. C'est entre celui qui est dans une société avec intéressement et participation, et donc possibilité de réinvestir dans les actions de l'entreprise ou pas. Vous prenez l'assistante de direction de la station-service Total de Courbevoie, et vous prenez la même assistante de direction de l'entreprise Elf Aquitaine ou Total, qui est aussi sur la commune voisine de Puteaux ou de Levallois. Entre les 2 personnes qui font le même métier, assistante de direction dans le pétrole avec une enseigne Total, vous en avez une qui partira à la retraite avec 0 € 0 centimes de patrimoine, et l'autre de quoi s'acheter une maison de pêcheur dans une région d'autant plus riche que l'entreprise sera prospère. Mais en général, assez au sud de la France quand même. Et ça, c'est la vraie inégalité. C'est seul, comme l'a très bien dit Michel Bon, la participation à la croissance permet de se constituer un patrimoine. Et c'est aussi, mon cher Xavier, cette démarche très proactive du général de Gaulle, qui était seul. Je vous rappelle que même Georges Pompidou hésitait beaucoup. Et Georges Pompidou, assez représentatif d'une catégorie de patrons de PME dont je parlais tout à l'heure, trouvait qu'on allait beaucoup trop loin sur le plan social.
Et c'est cette démarche proactive du général Hall qui a permis à l'industrie française de la gestion, comme l'a très bien montré M. Chérec, comme l'a très bien dit Paul-Henri, de développer des savoir-faire qui aujourd'hui sont enviés dans le monde. Le quatrième point que je voudrais dire, c'est que tout ceci n'est pas réservé aux actions cotées. Et plus encore, l'actionnariat salarié dans le non coté est incroyablement vertueux. Je ne développerai pas pourquoi, mais chacun sait que lorsque vous pouvez rendre vos salariés actionnaires sur un cours de l'action qui est égal à l'actif net, vous n'avez aucune volatilité du cours de l'action, et chaque salarié voit que tout le résultat lui revient, soit en revalorisation du cours de l'action, soit en dividende. Avec la société Aegis, qui est une société d'ingénierie filiale de la Caisse des dépôts, nous avons, grâce à cela, en assumant, nous, Caisse des dépôts, de vendre aux salariés à la seule valeur d'actif net, nous leur avons permis, à 400 d'entre eux, de mettre en moyenne, tenez-vous bien, 50 000 € par collaborateur. C'est-à-dire que les 400 collaborateurs d'Aegis ont apporté 20 millions d'euros pour être actionnaires à hauteur de 25% d'une société d'ingénierie qui, aujourd'hui, avec 10 000 salariés, est un des leaders en Europe. Cinquième point, il existe un problème culturel en France. Je citerai simplement 2 exemples. Le patron d'une grande entreprise du CAC 40 qui est venu me voir à la Caisse des dépôts lorsque j'arrivais pour me dire « Monsieur le directeur général, je suis opéable, je suis paniqué, venez à mon capital. » Je lui dis « Très bien, avez-vous des actionnaires salariés ?» Il me dit « Oh, pas du tout. Ça, il ne faut surtout pas leur faire courir trop de risques. Ils ont déjà leur salaire qui est à risque, il ne faut pas leur faire risquer leur patrimoine. » Très bien. Et ensuite, tout le déjeuner, il m'a expliqué que son entreprise, qui existait depuis 128 ans, n'avait jamais perdu d'argent, sauf en 1939, qu'il avait un taux de rendement de 15% par an qui était totalement récurrent, qu'il avait les meilleures recherches de France, etc. Et qu'il n'y avait aucun risque pour la Caisse des dépôts à rentrer. Je lui ai donc dit, cher ami, vous venez de m'expliquer le contraire de ce que vous m'avez dit au début du déjeuner, il n'y a donc aucun risque à venir chez vous, donc je viendrai chez vous si vous ouvrez le capital à vos salariés. Ce qu'il a fait d'ailleurs, et aujourd'hui je me réjouis qu'alors qu'il partait de zéro, il est à 2%. Quant aux patrons de PME, ils sont malheureusement atteints du syndrome français qui est que quand l'assiette du voisin se remplit, ça vide la mienne. Ils sont peu nombreux à comprendre ce que m'avait dit le patron d'une charge d'agent de change, qui était une des plus petites charges d'agent de change en France dans les années 70, qui est aujourd'hui une des plus grosses sociétés d'investissement de la place de Paris. Il m'avait dit, Augustin, quand j'ai décidé d'ouvrir mon capital à mes salariés, tous mes collègues agents de change m'ont dit, tu es un âne, tes salariés vont savoir combien tu gagnes. Et je leur ai répondu, mais pas du tout. Je suis sur le pont de 7 h du matin à 10 h du soir avec eux. Le fait qu'ils sachent ce que je gagne, ça ne me dérange pas. Résultat, aujourd'hui, c'est probablement une des seules sociétés du secteur qui est demeurée prospère. Elle a 450 millions d'euros de fonds propres, 800 salariés, et la plupart d'entre eux sont actionnaires et contents de l'être. Donc, nous avons un problème culturel en France, c'est que les patrons de PME sont réticents à ouvrir leur capital aux salariés, sont réticents à partager. Et ma conclusion, parce que j'ai déjà été beaucoup trop long, ma conclusion, elle serait dans une réflexion que j'ai menée il y a peu de temps sur la notion de l'échange. Longtemps, j'ai pensé que le drame français, c'était que quand l'assiette du voisin se remplissait, ça vidait la vôtre. Et puis, quand vous allez un peu plus loin, vous voyez que la France ne valorise pas l'échange, parce que depuis 1650, et depuis qu'on a décidé de faire de la noblesse une caste, où on ne rentre que difficilement et dont on ne veut pas sortir, je vous rappelle qu'en France, dès que vous étiez anobli, la première chose à faire, c'était d'arrêter de faire du commerce, qui vous faisait déroger. Il fallait d'abord monter à Paris, vivre oisivement et surtout ne pas faire de commerce. Et on a développé un pays très centralisé dans lequel l'idée d'échange était vue avec méfiance parce que l'échange pouvait créer l'inégalité. Et donc l'État a édifié une théorie de l'intérêt général tellement sophistiquée qu'il s'est érigé en gardien de ce qui était bien ou pas à la place des citoyens en réprimant beaucoup plus que dans d'autres pays le contrat. On privilégie la loi par rapport au contrat, on privilégie l'ombre bienfaisante de l'intérêt général à la libre disposition des parties prenantes. Et cette dévalorisation de l'échange dans notre pays, qui me semble culturellement très importante, a des conséquences sur les rapports sociaux et sur tout ce qui a été brillamment évoqué ce matin. C'est la raison pour laquelle je joins ma voix aux 6 intervenants qui se sont exprimés pour faire la pédagogie des bienfaits de la participation des salariés à la prospérité de l'entreprise. Et je félicite par avance tous ceux qui vont venir, je crois, sur l'estrade
pour bénéficier de la reconnaissance de la contribution à ce combat. Merci beaucoup.